Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Débutons ce journal avec ce communiqué de presse. Le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Meiga, vient d'adresser une correspondance à la défenseure des droits de la République française, Madame Claire Hédon, par rapport à l'attaque terroriste de Kouré. Ainsi, pour le médiateur de la République du Niger, la décision du CAI d'Orsay de classer tout le Niger en zone rouge paraît disproportionnée par rapport à la menace terroriste, a dit Maître Ali Sirfi Meiga. Le médiateur de la République a rappelé qu'au Niger, il n'existe pas et il n'a jamais existé par le passé une base de combattants djihadistes. Leurs nids sont situés dans le septentrion malien, dont il planifie des actions ignobles en territoire nigérien. Maître Ali Sirfi Meiga a précisé que le Niger, au-delà de sa capitale Niamey, est un havre de paix que les expatriés peuvent fréquenter et qu'il serait très ravi de voir l'implication personnelle de la défenseure des droits, Madame Claire Hédon, pour un réexamen de ce classement et non seulement ne correspond pas à l'image du Niger, mais qui s'illustre désastreux pour toutes les actions humanitaires en cours ou projetées au profit des populations. Enfin, le médiateur de la République a demandé la collaboration de la défenseure des droits en France pour la redéfinition de cette carte très mal admise au Niger, fait à Niamey le 19 août 2020, Maître Ali Sirfi Meiga, médiateur de la République du Niger. La situation au Mali après l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, les militaires qui ont pris le pouvoir ont tenu leur première déclaration la nuit dernière. Dans celle-ci, ils ont pris certaines décisions, notamment la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Un extrait de la déclaration. Des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grand chemin, braquage et vol à main armée osés sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence, une population qui ne fait plus foi en ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, impose à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10, 11 et 12 juillet exigent une réponse de l'État. La grave crise institutionnelle, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP,
avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes, tant qu'organiques et coopérationnelles. Maliennes et Maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté le pouvoir hier suite à une intervention de l'armée malienne. Ce changement de régime n'a pas laissé indifférents les ressortissants maliens vivant au Niger, en l'occurrence Issifou Alassane Maïga, que je vous propose de suivre en extrait. Ce n'est pas un coup d'État. Je ne peux pas qualifier ça d'un coup d'État parce que le peuple a demandé, le peuple souverain malien a demandé à ce que le président démissionne. Donc après tant de manifestations, le président n'a pas voulu céder. Donc l'armée est venue à l'écoute de la population et à intervenir. Ils ne l'ont pas forcé. Donc il a démissionné, tout le monde l'a vu à la télé, qu'il a lu son discours de démission et signé et rendre la démission et dissoudre l'Assemblée pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Il a dit, si c'est son maintien au pouvoir, il ne veut pas un bain de sang au Mali, si il faut que lui soit maintenu au pouvoir. Donc ce qui veut dire qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Mes attentes vis-à-vis aux nouvelles autorités, c'est que le système change. Ce n'est pas le fait que Ibeka est parti. Il faut que le système change. Parce que le départ d'un président et le changement d'un système, ça fait deux. Donc il faut nettoyer le système, que de nouvelles personnes, de nouvelles autorités soient en place pour qu'ils puissent répondre maintenant à l'appel des Maliens, à ce que la population attend d'eux. Que ces nouvelles autorités aussi sachent qu'ils ne sont pas là pour eux, comme ceux-là qui l'ont fait dans le passé, qui sont là pour le peuple, ils doivent écouter leur peuple. Depuis un certain temps, la digue des rizières de Kirkisoy sont menacées par la montée en puissance des eaux. Les producteurs rizicoles se sont mobilisés pour protéger leur aménagement hydro-agricole. Le reportage est signé Ismaël Abdou Karim et Sadou Douni. C'est pour prévenir une éventuelle catastrophe que ces braves riziculteurs renforcent la digue qui lie les deux points de la rive droite à travers un remplissage de sacs. La digue, elle date de 1964. Donc depuis la confection de cette digue, elle n'a jamais été réhabilitée. Donc ce qui a fait que, compte tenu du volume de l'eau et du fleuve, la digue a cédé. Et c'est ce qui a fait l'inondation au niveau de l'aménagement. Donc ce n'est pas la première. Je pense que c'est la 4e fois que nous subissons des inondations. Il y a une inondation en 2012
une autre en 2013, en 2019 et on est en 2020 aujourd'hui. On parle d'inondation. Malgré les multiples appuis des autorités, beaucoup reste à faire selon le président de la coopérative. Nous sommes dans la capitale et nous continuons toujours d'être inondés. Vraiment, c'est quelque chose qui est trop surprenant parce que nos aménagements sont toujours juste dans les yeux même, je peux dire, des autorités. Donc ça ne devrait pas se réaliser. Le fleuve est ensablé. Donc obligatoirement, il faut toujours rehausser la digue. Si le fleuve, il n'y a pas de moyens pour le creuser, donc il faut toujours rehausser la digue. Sans ça, chaque fois, il y aura inondation. Il faut des moyens. Et qui a les moyens, c'est l'État et ses partenaires. Cette menace est également due à l'ensablement du fleuve et la non-réhabilitation de la digue qui date depuis longtemps. C'est la solution la plus efficace parce que c'est un cordon que nous sommes en train de réaliser d'une hauteur de 0,5 mètres à d'une hauteur de 0,50 à 1 mètre à un certain point, quoi. Donc il y a des points où c'est même 1 mètre de hauteur que le cordon on le réalise pour pouvoir dégager tous ces problèmes-là. Tous les points bas de la digue sur une longueur de 7 km ont été remblayés. Donc après ça, comme la lame d'eau est en train de remonter considérablement, ça a atteint le niveau du premier remblai qu'on a fait. On était obligé de faire encore un autre remblai dessus. Avec tout ça, maintenant la solution n'est pas du tout efficace. Il a fallu que maintenant, en dernier recours, nous avons élaboré un cordon avec les matériaux argileux sur une longueur de 5,5 mètres, 5,50 mètres. Vu le niveau d'eau qui ne cesse de monter, si les autorités n'envisagent pas une solution urgente, la digue risque de céder dans les jours à venir et causera d'énormes dégâts. La pandémie du coronavirus a bouleversé le monde, surtout son économie, ce qui a beaucoup impacté sur l'état des sites touristiques dont le musée Boubou-Hama de Niamey. Hamza Sakou et Aboubakar Souley nous en disent plus dans ce reportage. L'interdiction de rassemblement compte tenu de la pandémie du coronavirus a sérieusement impacté le musée national Boubou-Hama, sachant l'influence massive des visiteurs sur ces sites touristiques et culturels. On a vu nos entrées diminuer parce qu'avec les restrictions de déplacement, donc on n'avait plus le même flux. Donc les entrées ont diminué de manière drastique. Donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui rentraient. C'est normal aussi, ça se comprend. Mais on est resté ouvert et pour surtout, si vous voulez, satisfaire aux besoins, surtout du parc zoologique, des animaux qui sont là. Dieu merci, depuis que si vous voulez, les déplacements, les restrictions liées aux déplacements ont été, donc, si vous voulez, libérées. Donc les gens viennent au musée, les gens viennent, mais pas comme avant. Donc le souhait, en fait, l'appel, c'est pour dire aux gens qu'en tout cas le musée n'est pas fermé, le musée est toujours ouvert et on demande simplement aux gens qui doivent venir, en tout cas nous on a mis le dispositif de lavage des mains, que les gens viennent avec leurs bavettes, ça c'est une mesure, si vous voulez, étatique. Après la levée des mesures d'interdiction de rassemblement, les visiteurs commencent à venir. De son photo, je crois qu'on ne peut pas parler de visite au niveau de ce musée, encore moins les déplacements sur toute l'étendue du territoire. Et vous savez que même les lieux de prière ont été interdits. Alors, avec cette levée de mesures, nous sommes permis de venir un peu prendre forme avec les différentes espèces animales et végétales qui se trouvent ici pour renouer un peu avec le passé. Et nous sommes agréablement surpris de voir qu'il y a une petite affluence, un regain d'intérêt au niveau de ce musée. Et c'est ça qui explique aussi notre présence en ces lieux. Du moment que cette mesure a été élevée, de venir encore raviver cet espace, de raviver le monde qui y vit, et c'est ainsi que
renaît le musée. Alors on le visite, on l'honore et on honore tout ce qui y vit, y compris le personnel. Nonobstant l'apparition de la pandémie du coronavirus, le musée Boubou Hama n'est plus celui connu d'avant. Je vous donne lecture de cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Halidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikulo Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page TLP Niger vont passer leur 156e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour avoir dénoncé le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Nous en venons à la rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte cette semaine sur le thème opposition, un thème qui sera développé par Maître Souleymane Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. L'opposition est en réalité une voie de recours ordinaire que la loi offre aux justiciables lorsque une décision de justice a été rendue par défaut à leur égard. Cela suppose que lorsque vous êtes en litige avec une personne, il se pourrait que pour des raisons diverses, multiples et multiformes, vous n'avez pas pu assister au procès. Et donc, vous n'avez pas pu présenter vos moyens de défense au juge. Si vous n'êtes pas présent lors du jugement, le tribunal ne va pas, bien entendu, vous attendre. Le tribunal va constater que vous n'étiez pas là au moment du jugement et le tribunal va rendre ce qu'on appelle une décision par défaut, qui suppose que c'est une décision qui a été rendue sans que vous ne soyez présent. Vous pouvez être en dehors du pays, vous pouvez être en mission, vous pouvez être malade. Il y a en tout cas diverses raisons qui peuvent en tout cas empêcher à une personne d'être présente au cours d'un procès. Alors lorsque vous n'êtes pas présent au cours de ce procès, la décision qui va intervenir, que ce soit en instance ou en cause d'appel, il s'agit d'une décision ou d'un arrêt qui sera rendu par défaut à votre égard. Alors, l'opposition en tant que telle, qui est une voie de recours, permet à cette personne qui n'était pas partie au procès de venir et de s'opposer au jugement qui a été rendu contre lui par défaut. Donc la finalité de l'opposition consiste en réalité à rétracter le jugement ou l'arrêt qui a été rendu par défaut. L'opposition anéantit les effets de la décision qui a été rendue sans que vous ne soyez présent. On peut par exemple prendre l'exemple, le procureur peut mettre en œuvre une procédure contre vous. L'affaire arrive en jugement, vous n'étiez pas présent, vous avez été jugé, condamné pour tel nombre d'années, vous n'étiez pas présent. C'est une décision qui sera rendue contre vous par défaut. Le jour où vous revenez, ou le motif pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, en tout cas disparaît, vous pouvez venir devant la même juridiction qui a rendu la décision pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue alors que vous n'étiez pas là. Le mécanisme qui vous permet de contester une décision rendue sans que vous ne soyez présent, c'est l'opposition. Donc l'opposition remet en question devant le même juge
les points qui ont été jugés par défaut afin qu'on puisse reprendre le procès et qu'on puisse statuer à nouveau en fait et en droit. Cette fois-ci, vous êtes présent, vous allez faire le débat de manière contradictoire. Et donc, vous avez un délai pour pouvoir faire opposition. Vous n'allez pas, en tout cas, disparaître de la nature et aller 50 ans ou 20 ans, 4 ans après venir pour dire que vous voulez faire opposition. L'opposition, vous avez un délai de 15 jours à compter du jour où la décision a été rendue pour former opposition, en principe. Mais puisque l'opposition, c'est contre une décision rendue par défaut, ça veut dire que vous n'étiez même pas informé de la décision. Donc le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour où on porte à votre connaissance la décision qui a été rendue à votre égard par défaut. Donc c'est à partir de la signification de la décision que le délai de 15 jours commence à courir. Ou bien, si la décision ne vous a pas été signifiée, le délai de 15 jours continue toujours à courir à partir du moment où vous avez eu connaissance par un acte d'exécution ou par tout autre moyen de l'existence de la décision qui a été rendue contre vous par défaut. Donc, le délai, la computation des délais, c'est à partir premièrement de la signification de la décision qu'on te fera, ou deuxièmement, même si on ne te signifie pas la décision, si tu as eu connaissance de l'existence de cette décision par n'importe quel moyen, le délai de 15 jours commence à courir. Si vous ne faites pas l'opposition dans les délais de 15 jours, vous êtes déchu de votre droit. Même si vous venez faire opposition, l'opposition sera déclarée irrecevable parce que ça a été fait hors délai. Alors l'opposition, ça se fait en principe par une assignation. C'est-à-dire c'est un huissier qui délivre en tout cas votre opposition à travers une assignation à toutes les parties prenantes dans le cadre de la procédure et également au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour que la juridiction puisse statuer à nouveau en fait et en droit sur les questions qui ont été portées devant elle. Donc l'opposition doit, à peine de nullité, comporter le nom, prénom, domicile du défaillant, c'est-à-dire que la personne qui n'était pas là au moment du jugement. Ça doit également porter la mention de la date de la décision frappée d'opposition, puisque vous faites opposition contre une décision ou contre un arrêt. Vous devez indiquer la date de la décision qui est frappée d'opposition. Il faudrait qu'il y ait également les noms, prénoms de toutes les parties qui étaient présentes au moment de la première décision qui a été rendue par devant vous, et enfin les moyens que vous évoquez pour demander à la juridiction de revenir sur la première décision qui a été rendue. Mais comme je l'ai dit, ici il s'agit d'une opposition qui se fait par acte extrajudiciaire à travers une assignation par voie du juge de justice, mais il y a d'autres procédures particulières où l'opposition peut se faire simplement par une déclaration au greffe de la une infraction qu'on vous juge par défaut. Si vous voulez faire opposition, vous ne le faites pas par voie d'assignation. Vous venez devant le greffe de la juridiction qui a rendu la décision par simple déclaration, vous déclarez que vous faites opposition. Aujourd'hui, avec l'avènement du tribunal de commerce également, il a été institué dans la loi, en tout cas portant création du tribunal de commerce, il a été institué le fait que l'opposition peut être également faite par déclaration verbale ou par une simple lettre recommandée avec accusé de réception ou même par voie électronique. La différence qu'il faille faire entre l'opposition et l'appel, d'abord, ce qu'il faut retenir, que les deux sont des voies de recours ordinaires. L'opposition tend à faire réformer, à faire annuler, à faire juger à nouveau l'affaire devant le même juge qui a eu à rendre la décision. L'opposition, c'est devant le même juge qui a rendu la décision par défaut contre vous. Alors que l'appel est déféré devant une juridiction de niveau supérieur. De niveau supérieur. L'appel, c'est devant la juridiction de niveau supérieur. L'appel, ce n'est pas devant la même juridiction qui a rendu la décision, mais devant des juges à un degré plus supérieur, et vous demandez à ces juges de niveau supérieur d'annuler
d'examiner et d'annuler la décision que le juge de niveau inférieur a eu à rendre. Donc lorsque vous prenez de manière pratique, vous avez une décision rendue par exemple par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey rend une décision par défaut contre vous. Si vous voulez faire opposition, l'opposition c'est pour anéantir la décision qui a été rendue par défaut par le tribunal. Donc votre opposition, vous la portez devant le même tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Alors que l'appel a un effet dévolutif. L'appel, cela suppose que vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Vous faites appel devant des juridictions de niveau supérieur, notamment la cour d'appel. Donc là, vous voyez, il ne s'agit plus des mêmes magistrats, il ne s'agit plus de la même juridiction. C'est une autre juridiction qui est chargée cette fois-ci de trancher de votre question en cause d'appel.